Hamas. L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Deacon Mitchell, Premier ministre, ministre chargé des infrastructures et du développement physique, des services publics, de l'aviation civile, des transports et ministre de la Sécurité nationale, des Affaires intérieures, de l'administration publique, de l'information et de la gestion des catastrophes de la Grenade. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'Assemblée générale, Excellences, chers collègues et amis. J'ai l'honneur de m'adresser aujourd'hui à l'Assemblée au nom de la Grenade et de la communauté des Caraïbes, la CARICOM. Madame la Présidente, je vous transmets mes plus sincères félicitations pour votre élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous nous réjouissons d'avance de collaborer avec vous avec comme fil rouge ce thème « Meilleur ensemble ». Nous nous réjouissons d'avance d'appuyer vos efforts pour promouvoir la paix, le développement durable et la réforme inclusive au sein des Nations unies. Nous nous réunissons aujourd'hui à une époque marquée par les paradoxes. Les manchettes des journaux font état de divisions, d'instabilité et de conflits. Néanmoins, l'être humain n'a jamais autant eu accès à l'innovation, à la créativité et à de multiples possibilités. Dans une région du monde, les classes sont en ruine. Dans une autre région, les laboratoires font des découvertes scientifiques et technologiques à même de transformer notre avenir. Un vrai paradoxe. Dans un hémisphère, les enfants font des kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau avant d'aller à l'école. Dans un autre hémisphère, les enfants utilisent l'intelligence artificielle dans leurs cours. Encore un paradoxe. Les paradoxes définissent notre époque. Progrès et péril, innovation et instabilité, espoir et épreuve coexistent côte à côte. Par conséquent, Madame la Présidente, mes propos d'aujourd'hui se focalisent sur une force suffisamment puissante pour combiner ces contradictions. La seule force qui peut faire de l'innovation l'inclusion. La seule force qui peut faire des conflits la coopération. Cette force, c'est l'éducation. C'est une vérité toute simple et néanmoins profonde. L'éducation est le seul facteur d'égalisation sociale, économique et créative qui peut vraiment changer les choses. C'est le plus puissant. L'éducation transforme les circonstances en possibilités. Elle fait de l'enfant d'un agriculteur un dirigeant, de la fille d'une couturière une scientifique, du fils d'un pêcheur un innovateur. C'est là le cœur de mon message. L'éducation n'est pas un chemin étroit qui mène à l'emploi. C'est une grande route, celle de la résilience, de l'innovation, la route qui conduit vers la paix. Et Madame la Présidente, l'éducation sauve des gens. Elle les sauve non seulement de la pauvreté économique, mais aussi de la pauvreté caractérisée par de maigres possibilités. L'éducation est une planche de salut. Et je le sais, je l'ai vécu dans ma propre chair. Et maintenant, j'ai le privilège d'être ici pour représenter mon pays. Pour moi, l'éducation a été un pont qui m'a permis d'aller d'un monde de limitation à un monde de possibilités. C'est l'éducation
qui m'a fait venir d'un petit village des collines de Saint-David à la Grenade, où ma famille allait chercher l'eau au robinet public. Cela m'a permis d'aller de ce petit village jusqu'à cette salle de l'Assemblée générale aujourd'hui. Ce n'est pas la richesse qui m'a amené ici, ce n'est pas le privilège, c'est l'accès. L'accès à des enseignants qui ont cru en moi, l'accès à des possibilités. Des possibilités qui étaient modestes, mais qui pouvaient et qui ont pu changer ma vie. J'ai eu ainsi la possibilité d'apprendre, même lorsque la voie était incertaine. Mais mon histoire n'est pas unique en son genre. Nous la retrouvons dans la résilience des familles des Caraïbes qui se sacrifient pour l'éducation de leurs enfants. Nous la retrouvons dans l'ingénuité et l'inventivité des étudiants qui tirent parti d'un accès très limité, de ressources très limitées. Nous la retrouvons dans la détermination des communautés qui reconstruisent les écoles après chaque ouragan. C'est là l'histoire commune des pays du CARICOM. L'histoire d'un peuple qui a appris à apprendre, à innover, à persister, en ayant toujours comme phare l'éducation. Et encore aujourd'hui, toutefois, nous devons admettre que la définition de l'éducation elle-même évolue. L'éducation ne peut plus être définie par des simples cours magistraux à l'université. Dans le monde entier, les jeunes bâtissent leur avenir de façon novatrice, en utilisant les formations techniques, l'éducation professionnelle et les compétences numériques. Un certificat de codeur informatique peut être aujourd'hui aussi utile qu'un diplôme de droit. Des connaissances dans le secteur de l'énergie renouvelable peuvent ouvrir des portes aussi grandes qu'un diplôme de médecin. Un diplôme en fabrication de pointe peut transformer non seulement l'avenir d'un individu, mais la trajectoire économique d'une communauté entière. Cette façon plus vaste d'envisager l'éducation, telle est la réalité que nous connaissons à la Grenade et dans les Caraïbes. À la Grenade, nous avons lancé des réformes porteuses de changements pour renforcer notre système éducatif et pour donner plus de moyens aux étudiants et aux élèves à tous les niveaux. Nous avons ainsi garanti l'enseignement secondaire universel et nous avons promulgué une loi qui rend l'école obligatoire jusqu'à 18 ans pour que davantage de jeunes femmes et de jeunes gens apprennent à l'école. Ce n'est pas une mesure caritative, c'est une question de justice, une question de survie de la nation. Nous avons également modernisé les programmes scolaires pour préparer nos jeunes à l'avenir. Des clubs technologiques, des clubs de codage existent désormais dans les écoles et tous les élèves, à la fin de l'école primaire, sont évalués grâce à un test électronique. Nous mettons l'accent et accordons la priorité au numérique, aux connaissances dans le domaine du numérique et aux compétences pour régler les solutions. Nous avons également mis le bien-être des élèves au cœur de nos réformes. Nous avons engagé des conseillers supplémentaires, de meilleurs responsables pour les cafétérias. Nous avons un personnel enseignant qui est là pour aider également les étudiants au niveau de la nutrition, de l'alimentation, de la santé mentale et de l'engagement. Nous avons également élargi différents départements éducatifs et tout ceci à différents niveaux. Par ailleurs, et c'est également très important, nous avons pris des mesures audacieuses pour rendre l'éducation plus inclusive et plus abordable en éliminant les frais scolaires et les frais de scolarité au niveau pré-primaire, dans l'école infantile, à l'école primaire et au niveau secondaire. L'enseignement est donc gratuit également maintenant dans 2 institutions principales, 2 institutions techniques et de formation professionnelle.
Dans toute la communauté des Caraïbes, nous investissons dans des compétences pour la nouvelle économie, telles que le numérique, l'énergie renouvelable, l'adaptation au changement climatique et les technologies de pointe. Dans le cadre de ces technologies, nous envisageons l'enseignement, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès à l'éducation, étant donné que les emplois de demain ne pourront pas être uniquement compatibles avec les compétences d'aujourd'hui. Et grâce au fonds sur les compétences futures des Caraïbes, mis en place avec la République du Guyana, nous lançons un nouveau modèle d'éducation où les contributions internationales correspondent aux investissements locaux. Et ceci permet à nos jeunes d'apprendre, pas simplement grâce à l'éducation, mais cela leur donne aussi un sentiment d'appropriation de responsabilité. Ils ont ainsi tout intérêt à participer à ces efforts en tant que donateurs et récipiendaires. Ce n'est pas simplement l'éducation comme idéal abstrait. L'éducation est une planche de salut, un outil de résilience. Ça nous prépare à résister au changement climatique, à l'instabilité économique. Nous voyons dans l'éducation une source d'innovation grâce aux outils numériques qui nous permettent de saisir les occasions qui s'offrent à nous. L'éducation est également un outil de souveraineté qui nous permet de faire en sorte que notre destin ne soit pas dicté par des forces extérieures, mais façonné par la créativité et les compétences de nos peuples. Et lorsque la Grenade, la Jamaïque ou la Dominique reconstruisent une école après un ouragan, ne reconstruisent pas simplement des salles de classe, nous reconstruisons l'avenir. L'éducation se développe lorsque les idées et les systèmes sont partagés au-delà des frontières. Les partenariats permettent certes de construire de meilleures écoles, mais surtout de meilleurs citoyens. Pour les petits États tels que le mien, les partenariats permettent d'accéder à des ressources que nous ne pouvons pas maîtriser seuls. Les partenariats ouvrent la porte des technologies au-delà des frontières. Pour les grands États, les partenariats permettent également d'apprendre à s'adapter. Ils permettent une créativité forgée sur la ligne de front des ouragans, des pandémies et des chocs économiques. Ensemble, nous pouvons ainsi créer. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel aux pays donateurs, aux institutions multilatérales, au secteur privé, non seulement pour financer, mais pour créer ensemble, non seulement pour donner, mais pour apprendre. Parce que l'éducation, ce n'est pas un exercice de charité. L'éducation est synonyme de collaboration. C'est un investissement dans le type de monde que nous voulons créer pour les générations futures. Et néanmoins, Mesdames la Présidente, je voudrais aussi parler des conflits, de l'instabilité et des attaques contre l'éducation. Madame la Présidente, nous devons également parler honnêtement des ombres qui obscurcissent le monde actuel. Les guerres font rage, les économies sont parfois exsangues, les communautés se fracturent et dans toutes ces turbulences, ce sont les enfants qui sont les plus touchés. Lorsqu'une école est en ruine, lorsqu'un enseignant est réduit au silence, lorsqu'une famille est contrainte de fuir, apeurée, l'éducation devient la première victime du conflit. Et lorsque l'on prive des enfants d'éducation, ce ne sont pas simplement des possibilités d'éducation qui se meurent, c'est l'espoir lui-même qui disparaît. Nous savons fort bien ce qui s'ensuit. L'ignorance qui alimente les divisions, l'exploitation qui tire parti de la vulnérabilité, l'extrémisme qui comble le vide et les cycles de désespoir hérités d'une génération à l'autre. Un enfant privé d'école aujourd'hui devient un adulte privé de dignité demain. Une société privée de citoyens éduqués devient une société privée de paix. Et c'est la raison pour laquelle je le dis aujourd'hui devant cette Assemblée. Protéger l'éducation en temps de conflit doit être un des piliers de la consolidation de la paix. Nous nous précipitons pour trouver un abri pour les personnes déplacées. Nous nous précipitons pour panser les plaies des blessés, mais nous devons aussi préserver les salles de classe et les enseignants. De la même façon que nous protégeons les hôpitaux, nous devons aussi protéger les écoles. Parce qu'un enfant vive en Palestine, à Haïti, au Soudan ou en Ukraine,
son droit à l'éducation est aussi sacré que son droit à la vie. Un enfant à la Grenade, un enfant au Canada, un enfant au Qatar doit avoir la même possibilité d'apprendre, de discuter avec ses pairs ou avec des enseignants. Il doit avoir la même possibilité que les autres pour façonner son avenir. Une attaque portée à l'éducation est une attaque portée à chacun d'entre nous. Un engagement en faveur de l'éducation est une promesse que nous faisons pour tous et toutes. Madame la Présidente, aujourd'hui, j'enjoins cette Assemblée, indépendamment de l'histoire de chacun ou des griefs des uns et des autres, à bien comprendre qu'aucune salle de classe ne devrait être remplacée par un champ de bataille. Aucun jeune, aucun esprit jeune ne devrait être le dommage collatéral de différents politiques. Du Guyana au Venezuela, en passant par le Belize ou le Guatemala, des troubles d'Haïti aux guerres d'Israël et de la Palestine, en passant par le Soudan et la République démocratique du Congo, nous voyons des conflits qui font pour victime supplémentaire l'éducation des enfants, de tous les enfants. Pas des enfants d'un côté ou de l'autre, mais de tous les enfants. J'enjoins donc toutes les parties, indépendamment de leur histoire ou de leur grief, à s'asseoir à la même table, en comprenant qu'aucune classe ne devrait être ainsi remplacée. Le dialogue, ce n'est pas la faiblesse, c'est la plus grande forme de courage. C'est le choix, la décision de préserver l'apprentissage, de préserver l'espoir, de préserver la possibilité de la paix. La Grenade le sait par expérience. Nous savons que l'éducation fleurit lorsque les nations sont solidaires. Partout dans le monde, des partenaires ont formé nos enseignants. Ils ont ouvert les portes de leurs universités, renforcé nos systèmes éducatifs et sanitaires. De la République de Cuba au Royaume du Maroc, de la République populaire de Chine aux États-Unis du Mexique et au-delà. Ces partenariats ont permis à des milliers d'étudiants de notre pays de se former en médecine, de devenir ingénieurs, d'apprendre les sciences et plus encore. Et tout cela dans un esprit d'amitié, même dans les temps difficiles. Il est regrettable de voir qu'alors que nous devrions renforcer, étendre cette coopération, des mesures de restriction et des divisions politiques continuent d'affaiblir la collaboration internationale et de sanctionner des pays tels que Cuba qui ont cherché à tenir la promesse de l'éducation. La Grenade espère, dans l'intérêt du peuple cubain, pour le bien également de la région, que des mesures seront prises pour faciliter la plus grande participation de Cuba dans la vie socio-économique de notre hémisphère. Pour les petits États insulaires, chaque partenariat dans le secteur de l'éducation et dans le développement constitue une planche de salut. Ces planches de salut ne peuvent pas être balayées par la géopolitique. Madame la Présidente, c'est la raison pour laquelle je m'associe à mes collègues des Caraïbes pour réaffirmer que notre région est une zone de paix. Ce principe n'est pas simplement une expression diplomatique, c'est une promesse faite à notre peuple, parce que les conflits sapent le développement et la paix est le premier investissement dans notre peuple. D'autres partisans courageux de l'éducation nous ont rappelé que les salles de classe doivent être défendues avec encore plus de fermeté que les frontières. Son Altesse Mossa bin Nasser a fait part de ces mêmes sentiments en temps de guerre, en disant, et je cite, « Le droit à l'éducation devrait être défendu de la même façon que le droit à l'alimentation ou à un abri. » Fin de citation. Les enfants de Palestine méritent ce droit à l'éducation. Eux aussi méritent d'avoir droit à un avenir. Gordon Brown, Graça Machel, Kailash Satyarthi et Malala Yousafzai ont exprimé cette même conviction sur la scène internationale en disant
que protéger l'éducation, c'est protéger l'avenir de l'humanité. L'éducation ne peut pas attendre la fin du conflit, elle doit être préservée en dépit du conflit. Les gouvernements, les organisations internationales, la société civile et le secteur privé doivent devenir des partenaires pour défendre l'éducation. Nous devons œuvrer de concert pour reconstruire des écoles et pour mettre en place des systèmes suffisamment solides pour résister à la guerre et aux catastrophes. Le partenariat peut faire la différence entre un enfant qui prend un livre et un enfant qui prend une arme. Il peut faire la différence entre l'espoir et le désespoir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque année supplémentaire d'éducation permet d'accroître de 10% le salaire futur d'une personne. Si chaque enfant vivant dans un pays à faible revenu quittait l'école en sachant lire, 171 millions de personnes sortiraient de la pauvreté. Si toutes les filles terminaient l'enseignement secondaire, le mariage des enfants diminuerait de 2/3 et la mortalité maternelle de près de moitié. Et si chaque adulte du monde allait à l'école 2 années de plus, le PIB mondial connaîtrait une croissance de billions de dollars chaque année. Ces chiffres montrent que l'éducation ne change pas simplement les opportunités offertes à un individu, ça change également l'avenir des nations, les économies, les démocraties, la paix elle-même. Que les choses soient claires, la technologie sans la morale ne suffit pas. Nous devons également apprendre à nos jeunes à réfléchir de façon critique, à agir de façon morale et à vivre de façon responsable dans les espaces numériques. L'éducation doit préparer non seulement des travailleurs pour certains emplois, mais elle doit également préparer des citoyens responsables et actifs. Pas simplement des jeunes capables de coder ou d'inventer des logiciels, mais également les défenseurs de la vérité, pas simplement des innovateurs dans le secteur technologique, mais également les gardiens de l'humanité. Parce que nous vivons à une époque où la mésinformation voyage plus vite que les faits. Dans un monde où les algorithmes peuvent diviser aussi facilement qu'ils peuvent relier. Et dans ce monde, l'éducation peut équiper la prochaine génération en lui donnant les outils de la sagesse pour discerner, le courage pour poser des questions, l'empathie pour choisir comme il se doit. Imaginons donc un monde différent, un monde dans lequel un enfant auprès d'un robinet public à Saint-David, à la Grenade, a le même accès au savoir qu'un enfant de New York ou Tokyo. Un enfant ou un monde plutôt où un enfant dans les décombres de Port-au-Prince peut accéder à une classe numérique grâce à Internet et poursuivre son éducation malgré le chaos autour de lui. Un monde dans lequel un enfant dans un camp de réfugiés, un enfant apatride et sans espoir, peut apprendre, étudier, rêver, préparer l'avenir au-delà des obstacles qui le confinent. Voilà ce que nous pouvons faire. Mais ce ne sera pas par hasard que nous le ferons. Il faut prendre des décisions. L'éducation n'est pas simplement une politique, c'est une promesse. La promesse qui veut que, quelle que soit la taille d'un pays, la couleur du passeport, le poids des circonstances de la vie d'un enfant, les portes restent ouvertes et des occasions s'offrent à cet enfant. Pour la Grenade, pour la CARICOM, l'éducation est l'antidote à l'ignorance. C'est la voie de la résilience, c'est la semence de l'innovation. C'est grâce à l'éducation que nous faisons de la survie notre souveraineté. C'est comme cela que nous transformons la vulnérabilité en vision d'avenir. Donc, je vous enjoins, ici dans cette assemblée, à protéger nos salles de classe aussi férocement que vous protégez vos frontières. Accordons toutes leurs valeurs aux enseignants. Nous devons leur donner autant d'importance qu'au traité. Nous devons voir dans l'éducation
non pas le privilège de quelques-uns, mais le droit de tous. Parce que lorsque nous protégeons l'éducation, nous protégeons la paix. Lorsque nous démocratisons le savoir, nous démocratisons l'espoir. Lorsque nous donnons à un enfant, que ce soit à Saint-David, à Port-au-Prince, à Gaza ou dans un camp de réfugiés en Palestine, nous lui donnons les outils pour apprendre. Nous donnons à l'humanité les outils pour survivre. Donc, décidons ensemble qu'aucune salle de classe, aucun élève, aucun pays ne sera laissé de côté. Soyons convaincus de tout cela, ensemble. Sachons que la résilience n'est pas simplement là pour nous aider à survivre face aux tempêtes de notre temps. Elle est là pour nous aider à construire un monde où l'éducation nous permettra à tous de prospérer. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre, ministre des Infrastructures et du Développement physique, des services publics de distribution, l'aviation civile, du transport et ministre de la Sécurité nationale, des Affaires